Salut la gang, bienvenue à ce 57e épisode de Femmes de fer où je reçois l'ingénieure en aérospatiale canadienne Farah Alibé qui travaille présentement au Jet Propulsion Laboratory qui est affilié à la NASA. Et comme mon entrevue était réglée au quart de tour, j'en profite pour vous faire une petite bio de Farah qui a passé sa jeunesse à Joliette, ici au Québec. Elle a ensuite déménagé avec sa famille en Angleterre, où elle a fait son baccalauréat et sa maîtrise en ingénierie et technologie spatiale. Elle s'est ensuite envolée pour les États-Unis, où elle a complété son doctorat en ingénierie des systèmes spatiaux au Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT. Et Farah est maintenant au cœur de la mission Mars 2020, où ça fait maintenant 1 mois que le robot Persévérance s'est posé sur la planète Mars et l'équipe est maintenant prête à effectuer le premier vol de l'hélicoptère nommé Ingenuity. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime les étoiles, que j'aime les planètes, que j'aime l'univers. Alors, je suis vraiment énervée de parler avec Farah. On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Montminy, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Salut Farah! Bonjour! Urgence hélicoptère, c'est ça qui s'est passé pour notre ancien meeting qu'on était supposé de faire hier et ça m'a vraiment mis dedans parce que je suis une grande fan, évidemment, de la mission. Je pense que j'ai dévoré toutes les entrevues que tu as fait ici au Québec. Puis je suis une grande fan de toute façon de la NASA. Ça paraît pas, là, mais j'ai un chandail NASA. C'était pas voulu que je porte ça aujourd'hui, mais mon fils a décidé de ça ce matin. Fait que j'ai fait... Ça part bien dans ce temps-là. Plongeons tout de suite dans le sujet. C'est quoi la mission avec cet hélicoptère-là? Parce que c'est une nouvelle chose là, qui va se passer sur Mars comparé à Persévérance qui est arrivée sur Mars. Oui, donc Ingenuity, c'est ça son nom, c'est un hélicoptère. En ce moment, l'hélicoptère est attaché en dessous de l'astromobile et on va le déposer sur la surface de Mars dans quelques semaines. Mais le but de la mission, c'est de tenter le premier vol sur une autre planète. Donc, c'est quand même fou de dire ça. Ça fait à peine 100 ans qu'on vole sur la Terre. Puis là, on s'est dit, ouais, on va aller sur Mars puis on va voler. Mais c'est vraiment une démonstration de technologie. Il y a pas de but de science associé à ça ni rien. C'est vraiment pour démontrer qu'on peut... Tu sais, qu'est-ce que ça prend pour voler sur Mars? Et justement, qu'est-ce que ça prend pour voler sur Mars? Parce que ici, mon Dieu, ça a pris tellement d'essais, erreurs pour comprendre l'atmosphère, comprendre le vent, comprendre tout ce qui se passe finalement dans les airs. Est-ce qu'on connaît ce qui se passe dans les airs sur Mars? On connaît un petit peu, mais c'est sûr qu'on a appris beaucoup de, c'est pas vraiment une comparaison égale de dire, ça fait à peine 100 ans qu'on vole sur la Terre. On a appris beaucoup de ce que ça prend pour voler sur la Terre. Mais ce qui est différent sur Mars, c'est que l'atmosphère a juste 1% de l'atmosphère de la Terre. Puis comme on sait, si on veut voler, l'atmosphère, l'air, c'est ça qui nous pousse, c'est ça la force qui soulève les avions, les hélicoptères. Mars a juste 1/3 de la gravité de la Terre, donc on est un petit peu plus léger sur Mars. Oui. Ça nous aide. C'est vraiment cette atmosphère qui est très fine, qui est fine, qui est difficile pour nous. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, dans notre design de l'hélicoptère, c'est qu'il est super léger. C'est un hélicoptère qui a 1,2 kg. Okay. Et les lames d'hélicoptère ont à peu près 4 pieds, donc sont plus longues qu'1 mètre. C'est ça qui nous permet de voler sur Mars. On a aussi, ça fait longtemps qu'on étudie la météo sur Mars et sur notre robot, on a une petite station de météo aussi qui nous permet d'étudier les vents. Ce qui est spécial sur Mars, c'est que la météo est assez prédictible. C'est à peu près la même chose à chaque jour. C'est pas comme si ça change de jour à jour, qu'un jour on a un ouragan à 4 heures de l'après-midi, puis le lendemain c'est calme. Les vents sont les mêmes à chaque jour. Okay. Ça nous aide à planifier, à choisir une partie de la journée où les vents ils vont être un peu plus calmes pour nous donner une meilleure chance dans le fond.
Depuis le début de la mission, j'essaie vraiment de comprendre, toi, ton implication. Tu sembles vraiment au cœur de la mission. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'ingénierie, la robotique, c'est quand même quelque chose d'assez précis comme travail. Quelle a été ton implication, justement, depuis le début de cette mission-là? Donc, j'ai plusieurs rôles dans la mission. Avant le lancement, avant l'atterrissage, je faisais partie de l'équipe qui faisait tout ce qui est les tests de conduite, dans le fond, pour le robot. Ma job, c'est de s'assurer que le robot ne se perd pas sur Mars. C'est toujours ça, c'est la meilleure façon de l'expliquer. Bon, sur Mars, on n'a pas de carte, on n'a pas de GPS, on n'a pas de, tu sais, il n'y a pas de chemin à suivre. Le robot doit savoir s'orienter, se diriger, savoir où est-ce qu'elle est la Terre, comment je vais parler à mes humains quand j'ai besoin d'informations. Donc, on utilise en fait le Soleil, qui est une étoile, pour se diriger. Mais en plus de ça, c'est ça, je faisais partie de l'équipe qui a fait tous les tests de conduite. On a en fait ce que j'appelle un champ de Mars ici au JPL, qui est en Californie. Et on a une réplique de notre robot. Donc, Persévérance a une jumelle qui s'appelle Optimisme, qu'on utilise pour faire les tests de conduite ici. Donc, je faisais partie de cette équipe-là qui faisait tous ces tests-là. Maintenant qu'on a atterri, que les tests sont finis, je fais partie de l'équipe d'opération. Et j'ai 2 rôles là, dans cette équipe-là. Donc, on a parlé un peu de Ingenuity. Je suis la personne qui dirige, qui fait toute la coordination des activités reliées à Ingenuity. Donc, dans les prochains mois ici, on va passer environ 30 jours à faire cette démonstration de technologie. Donc, toutes les activités de dire, OK, comment on va faire le robot et l'hélicoptère est en dessous du robot, il faut qu'on trouve un endroit pour le déposer, il faut qu'on le dépose, il faut qu'on prenne des photos, il faut qu'on soit dans une certaine direction, il faut qu'on vole à cette heure-là, il faut qu'ils se communiquent ensemble, qu'on puisse renvoyer ça vers la Terre. Tout ça, mon rôle, c'est de planifier tout ça. Mais en plus de ça, c'est comme un rôle spécial pour ce mois et demi-là. Mais le reste du temps, je fais partie de l'équipe qui fait les opérations de Persévérance de jour à jour. C'est un peu difficile d'expliquer ça, de dire, bon, comment on fait des opérations d'un robot sur Mars? C'est pas comme si on était à la maison avec un joystick, c'est pas comme un jeu vidéo. Parce qu'en fait, ce qui est difficile sur Mars, c'est que c'est vraiment loin. C'est drôle de dire ça, c'est vraiment loin. C'est ça que c'est dur. Mais c'est parce que quand on envoie un signal de la Terre vers Mars, on parle à notre robot avec des sondes radio. Mais la radio, ça se déplace à la vitesse de la lumière. Fait qu'on dit, c'est rapide. C'est rapide, mais Mars, c'est tellement loin que la vitesse de la lumière de la Terre vers Mars, ça prend environ 15 minutes. Puis après ça, un autre 15 minutes à revenir. Fait que t'imagines si j'étais là en train de conduire mon robot, puis je lui dis, avance de 1 mètre. Là, ça prend 15 minutes de se rendre là, ça lui prend 2 minutes de faire ça, puis là, il me renvoie. Ah, j'ai avancé de 1 mètre. OK, je fais quoi? Ça serait une longue journée. À m'asseoir là toute la journée à l'attendre. Donc, ce qu'on fait à la place, c'est que nous, on travaille pendant la nuit martienne. Donc, à chaque soir, vers 18h, heure de Mars, Persévérance nous envoie toutes ces données, nous envoie, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, les photos, les choses comme ça. Nous, on fait nos analyses. On se dit, OK, tout s'est bien passé, on veut comprendre ça, on veut s'envoyer dans cette direction-là. On va prendre toutes ces données-là et on fait un plan pour la prochaine journée. Donc, en équipe, on fait un plan pour le robot, puis c'est vraiment de minute à minute, de seconde à seconde. Puis chaque personne a son rôle. Donc, une personne qui fait le plan de conduite, une personne qui fait le bras, une personne qui fait un instrument, une autre personne fait un autre instrument, des choses comme ça. Puis moi, ma job, c'est de prendre tout un morceau, puis de mettre ça ensemble dans un gros plan, tester ce plan-là, puis l'envoyer vers Mars. Puis c'est un programme, dans le fond, qu'on fait ensemble. Chaque nuit martienne, il faut que le programme soit sur le robot le lendemain matin pour qu'il sache quoi faire quand il se réveille. Donc, ça prend beaucoup de précision, mais est-ce que tu dirais que ça prend aussi de l'imagination? Oui, mais je pense que l'ingénierie, c'est un peu des deux, dans le fond. Oui. C'est pour ça que j'aime ça, l'ingénierie, parce que c'est pas juste la technique. Tu as besoin, c'est ça, de l'imagination, de la créativité en ingénierie. Des fois, c'est bizarre de dire ça qu'on est créatif en ingénierie. Tu sais, on pense toujours les ingénieurs, c'est des gens qui suivent la physique, les maths, là, c'est comme ça. Mais vraiment pas. Parce que quand tu as des problèmes, puis t'es limité, tu sais, on est limité dans nos solutions. C'est pas comme si je peux aller sur Mars puis bouger le bras s'il y a un problème ou ouvrir quelque chose ou remplacer. Donc, on a besoin, c'est ça, de l'imagination un petit peu.
qui nous aide justement quand on est bloqué dans un coin à trouver une nouvelle solution avec ce qu'on a. Quand je regarde ton parcours, Farah, ça m'impressionne de voir. Alors, dis-moi si je me trompe, parce que, bon, tu as étudié ici à Montréal, ensuite tu es allé en Angleterre et tu as fait le MIT. Pour moi, j'ai l'impression que ton chemin était déjà tracé vers la NASA, mais évidemment, c'est quand on regarde de loin. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours, que ce soit quand tu étais jeune ou rendu à l'université, où tu t'es dit, wow, c'est ça mon objectif, c'est ça mon rêve? Ben, apparemment, j'ai des amis qui me disent que depuis que je suis jeune, je leur disais que je voulais travailler à NASA. Moi, je m'en souviens pas. Même, j'ai des amis d'université qui me disaient, ouais, depuis que tu as commencé à l'université, tu voulais travailler à NASA. Même ça, je m'en souviens pas. Mais bon, quand j'étais jeune, j'aimais toujours, tu sais, les films de l'espace. Je suis dans les années 90. Donc, des films comme l'Apollo 13, Star Wars, des choses comme ça. J'adorais l'espace. Mais je pense que ça a pris vraiment jusqu'à la fin de mon secondaire pour décider que, je veux vraiment être ingénieur. Parce que, tu vois, quand j'étais jeune, tu sais, c'était pas, on disait pas aux petites filles, tu devrais être ingénieur. Tu sais, j'étais bonne à l'école. Les gens, ils disent pas, tu devrais être ingénieur, tu devrais être astronaute. On me disait toujours, tu devrais être professeur, tu devrais être docteur. C'est des beaux métiers. Oui. Mais on avait encore des stéréotypes comme ça de dire, on dit pas à une petite fille, tu devrais être ingénieur. Mais quand je me suis retrouvée au secondaire, ben j'aimais les maths, j'aimais les physiques. J'aimais pas la biologie, donc je me suis dit, mais peut-être que le docteur, c'est pas pour moi. Tu sais, ça m'a pris vraiment jusqu'à l'âge de 16 ans pour voir que, waouh, ouais, j'aime l'espace, je suis bonne en physique, je suis bonne en maths, puis je suis toujours en train de bricoler à la maison. Peut-être que je devrais être ingénieur en aérospatiale. C'est toi qui as découvert ça seul? Je pense que les gens, ils savaient autour de moi, mais ça m'a pris cette réalisation-là à moi de dire que, ouais, c'est peut-être ça que je devrais faire. C'est sûr que mes parents, j'étais toujours intéressée à plusieurs choses, puis ils m'ont jamais dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mon père était ingénieur. Donc, d'un côté, je voulais pas être comme mon père. Je veux dire, mon père est ingénieur, je veux pas faire la même chose. On a des métiers quand même super différents. C'est ça, je pense que ça m'a pris depuis ce temps-là. C'est sûr que, bon, quand j'ai décidé ça, ça a toujours été un rêve de dire, si tu veux être ingénieur en aérospatiale, la NASA, c'est la place où aller. Ça n'a jamais été un chemin direct. Justement, ça a l'air de, maintenant que je suis ici, tu dis, oui, elle a fait cette trajectoire-là, puis elle s'est retrouvée là. Mais pour moi, c'était plus un chemin qui devait changer de direction de jour à jour, presque. Parce que, à l'université, à Cambridge, quand j'étais à l'université, j'étudiais plus tout ce qui était avion. J'ai fait des stages dans ce domaine-là. C'est vraiment après ma maîtrise que éventuellement j'ai eu cette offre pour mon doctorat, que je me suis retrouvée au MIT, que j'ai eu mon premier stage à la NASA. Puis je peux dire que j'ai dû appliquer pour une 50aine de stages avant qu'ils m'en offrent un. Donc c'était vraiment, tu sais, pour moi ça a été un long chemin avec plusieurs échecs, plusieurs détours dans le fond dans mon chemin pour me retrouver où je suis maintenant. Donc, mais tu sais, je partage ça parce que c'est important d'en parler. Souvent, on voit juste le chemin de la réussite, mais on voit pas tous les autres chemins qu'on a pris pour se retrouver où est-ce qu'on est. Oui, ben c'est drôle parce que tu parles de ton chemin, j'ai l'impression de voir persévérance. Je trouve ça super intéressant, la façon que vous nommez aussi les missions, les robots. Je trouve que ça représente des choses très, très fortes. J'imagine que c'est ça aussi l'objectif, là. Mais, tu sais, ton parcours représente la persévérance d'une personne de A à Z jusqu'à où tu es maintenant. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute ou de découragement où tu as manqué de support ou à chaque fois, c'était clair pour toi que tu fonçais puis que tu continuais toujours dans ce chemin-là? Non, il y a eu plein de moments de découragement. Je pense que ça, c'est comme tout le monde. Mais justement, je vais te raconter l'histoire de quand j'ai réalisé que je voulais devenir ingénieur aérospatial. Puis, tu sais, quelques semaines plus tard, on rencontre avec la prof. Tu sais, on a toujours une prof secondaire qui s'occupe des carrières. Puis je lui ai dit, je me souviens, je lui ai dit, je veux être ingénieur en aérospatial. Puis elle s'est retournée, puis elle m'a dit, tu sais, c'est un métier d'homme, ça. C'est un métier qui est dominé par les hommes. Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir réussir? C'est sûr qu'à l'âge de 16 ans, quand un adulte te dit ça, tu sais, ça te donne tes doutes. Tu dis, est-ce que je fais la bonne chose? À cet âge-là, tu as tellement de pression de dire que, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je décide à l'âge de 18 ans où est-ce que je vais aller le reste de ma vie. Mais tu sais, ça a été un moment très fort pour moi. Je me rappelle, justement,
bon, dans ce temps-là, je pense que j'étais un petit peu plus, tu sais, je me suis retournée puis j'ai dit, ben non, je vais te le montrer à toi que je peux le faire, là, mais fait que, tu sais, c'est ça qu'il y a cet aspect-là de mon côté que quand quelqu'un me dit que je peux pas faire quelque chose, je suis comme, non, non, écoute, là. Mais même, je me suis retrouvée à l'université puis tu sais, j'allais à l'école publique tout le temps puis je me retrouve avec une grande université où il y a des gens qui viennent des écoles privées, des très grandes écoles en Angleterre qui sont de familles très privilégiées, qui ont été super préparées pour l'université. Puis je me retrouve là ma première année, puis ça a été vraiment difficile les premiers 6 mois parce que justement, tous ces gens-là étaient comme super à l'avance parce ils étaient privilégiés, ont eu toute cette aide-là pour se retrouver à l'université. Puis moi, je me retrouve à l'université, puis tu sais, ils sont en train d'enseigner quelque chose comme si on était supposé de le comprendre déjà. Puis j'étais comme, j'ai jamais appris ça à l'école, moi, je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Tu sais, j'ai échoué mes examens les premiers 6 mois, on a eu des premiers examens. J'ai tout échoué, c'était vraiment, je me suis retrouvée comme, je me souviens être rentrée à la maison à Noël cette année-là, puis me dire, ben, écoute, peut-être que c'est pas ma place, que je devrais, peut-être qu'ils m'ont accepté par erreur. Je sais pas qu'est-ce que je fais ici, je suis même pas capable de les suivre. Puis, mais éventuellement, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé de l'aide, puis je les ai rattrapés. C'est comme j'avais de l'avance, mais je les ai rattrapés. Puis après ça, j'étais capable de suivre. Puis j'ai fini mes études avec des honneurs. Mais c'est pour dire que ça n'a pas été facile tout le long. Puis même quand je me suis retrouvée ici aux États-Unis, que j'ai eu mon premier stage, c'était même pas évident que j'aurais une job. Un doctorat, ça prend énormément de travail. C'est sûr qu'il y a toujours des échecs, tu te retrouves avec, tu te dis, j'ai une question de thèse, puis je suis même pas sûre si j'ai une réponse. C'est sûr qu'il y a des doutes tout le long. Tu sais, d'un côté, c'est normal d'avoir des doutes, que tu n'as pas toujours la réponse, mais je pense que mon rêve de travailler à NASA, c'est ça qui m'a poussé, dans le fond, à réessayer, à me relever à chaque fois que j'avais des échecs, à recogner sur une porte si on m'a fermé, s'il y avait une opportunité ici que j'ai perdue. Puis éventuellement, je me suis retrouvée ici. Donc, c'est vraiment pour dire que, tu vas en avoir des échecs, il va en avoir des portes fermées, mais il y en a toujours une autre porte, il y a toujours une autre opportunité qui va s'ouvrir. Puis dans le fond, il fallait juste une personne de me dire oui à me donner ce stage-là ou à me donner ma job. Puis la bonne personne. Mais je me suis retrouvée avec la job que je veux. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Est-ce que tu t'es sentie intimidée d'être dans un monde d'hommes, entre guillemets, parce que les femmes prennent quand même un peu plus leur place, mais tu disais toi-même, tu étais quand même entourée de beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Ah, c'est pas ma place » ou au contraire, tu t'es dit « Non, non, ça, c'est ma place ». Quand j'étais plus jeune, c'était pire. Ça s'améliore. Je pense que quand on vieillit, on se retrouve un peu avec plus de confiance aussi. Mais tu sais, je me suis retrouvée à l'université où je suis allée au secondaire dans une école de filles. Donc, j'étais entourée de femmes. Puis là, je me suis retrouvée, c'est commun en Angleterre en passant. Je sais qu'au Québec, ça se fait moins, là, mais en Angleterre, souvent, les écoles secondaires sont séparées comme ça. Puis je me suis retrouvée à l'université où en ingénierie, on est environ 20% de femmes. Il n'y a pas vraiment de femmes de couleur non plus. C'est sûr que tu sais, quand tu te retrouves dans un labo ou tu te retrouves dans un meeting, puis c'est tous des hommes blancs autour, tu sais, des fois, tu te dis, ben écoute, est-ce que je devrais m'asseoir à la table? Est-ce que je devrais vraiment être ici? T'as un accent différent, t'as des expériences différentes, puis surtout quand on est jeune, tu veux pas être différent de tout le monde. Il y avait des moments où j'étais intimidée. En vieillissant, j'ai trouvé que tu sais, j'ai pris ce que moi je pensais avant que c'était une faiblesse. J'en ai fait une force parce que il y en a pas deux femmes aux cheveux rouges puis brunes. Tu sais, les gens se rappellent de toi, les gens te reconnaissent. Ça aide, c'est sûr. C'est sûr que j'ai vécu de la discrimination. Ça arrive encore de temps à autre, mais ça s'améliore. Tu sais, je pense qu'au moins, même dans mes 7 ans à la NASA maintenant, tu sais, ça fait pas si longtemps que je suis là. J'en vois de plus en plus de femmes. Puis en plus, on en parle maintenant. Il me semble que quand j'étais au secondaire, quand j'étais à l'université, même quand j'ai commencé à travailler ici, on n'en parlait pas de ce problème-là. Tu sais, on disait pas il faut plus de femmes en STEM, que la diversité, c'est important. Et je pense que depuis les 5 dernières années, on en parle beaucoup plus. Puis pour moi, c'est important que les gens, au moins, ils reconnaissent que c'est un problème. Parce que je me souviens quand j'ai commencé à travailler puis que je parlais de ça, de la diversité, d'être une femme ingénieure,
les gens disent, ben non, tu sais, inquiète-toi pas, il y a pas de problème. Tu sais, qu'est-ce que t'en fais quoi? C'est quoi la discrimination? Ça existe plus dans les années 2000, 2015, je sais pas quoi. Puis ça m'est arrivé tellement de fois que les gens me disaient qu'ils me disent, ben non, ça existe pas ici. Tu sais. Mais là, au moins, on en parle, les gens reconnaissent que, ben non, on est en 2020, mais on a encore ces problèmes-là, puis il faut qu'on travaille ensemble pour améliorer l'environnement. J'ai une question d'une femme de fer qui est maman, qui nous écoute souvent. Elle se demande, qu'est-ce que tu dirais à un enfant issu de minorité visible qui regarde le milieu de la NASA et se dit, moi, j'aimerais ça faire ça un jour. Quel conseil tu lui donnes? Ben, il y a une place pour toi. C'est ça la réponse. Mais, tu sais, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que non, parce que tu es d'une certaine manière ou parce que tu te présentes d'une certaine façon. On va toujours trouver ça, que, tu sais, il y a peu de place pour toi, mais c'est pas vrai, il y a une place pour tout le monde. Puis en fait, la diversité, on aime ça, on veut ça. Avoir un parcours différent, avoir un point de vue différent, ça fait des équipes qui sont plus fortes. Ça fait des équipes. Tu sais, surtout en ingénierie, on parle de la créativité, mais la diversité, c'est aussi important. Quand on a un problème, tu sais, tu veux pas que tout le monde pense comme toi. Tu sais, si tout le monde si tout le monde dans mon meeting pense comme moi, mais ça me sert à rien. Pourquoi j'ai une équipe d'abord? Tu sais, si on pense ça de la même manière. Mais si on a une équipe diversifiée, qui a différentes expériences, qui voit un problème différemment, ben c'est bien mieux parce que comme ça, on peut prendre ces opinions-là, prendre ces points de vue-là, puis d'avoir une solution qui est bien meilleure. Donc, non, je pense que ma réponse est toujours, il y a une place pour toi, puis reste toi, change-toi pas. Je pense que c'est quelque chose que surtout quand on atteint l'adolescence, on veut être comme tout le monde, tu sais, mais ça reste avec nous. Tu veux pas être différent, vraiment. C'est difficile d'être différent. Puis on veut se conformer, on veut être comme tout le monde. On veut, parce que tu veux pas que les gens te dérangent, tu veux pas que les gens te niaisent. T'sais. Puis je pense que ça reste avec nous du secondaire. Puis une fois que tu te libères de ça, c'est un moment qui est tellement, ça fait tellement du bien de dire non, je veux être moi-même. Je veux me présenter comme je veux me présenter. Puis ça m'aide dans mon travail de dire, oh non, tu sais, je suis confortable ici, je vais trouver ma place. Les gens vont devoir m'accepter comme je suis, puis on va travailler ensemble, puis ça va marcher. Et puis c'est difficile de prendre sa place comme ça, mais ça vaut tellement la peine. Ça vaut la peine quand on se range sur une autre planète. Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai le droit, je sais pas si c'est une bonne question à poser, mais je me lance quand même, là. Je veux savoir, est-ce que c'est un de tes rêves d'aller marcher sur la Lune, d'aller marcher sur Mars? Ah, j'adorerais être astronaute. C'est sûr que c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvée dans ce domaine-là. Tu sais, quand j'étais petite, je voulais être astronaute. C'est sûr que je me disais toujours, tu rêves d'être astronaute comme d'autres personnes rêvent d'être acteur. Tu sais, c'est pas comme si tu peux te dire que tu vas devenir astronaute un jour. Mais oui, tu sais, je pense que une des raisons pour laquelle j'adore ma job, tu sais, c'est parce que je suis une exploratrice au travers des yeux du robot. Donc, avoir le privilège d'être une exploratrice, vraiment d'aller dans l'espace, d'aller sur une autre planète ou sur la Lune, ça serait vraiment un rêve. C'est sûr que c'est pas facile. J'ai appliqué la dernière fois qu'ils ont ouvert les applications au Canada. Je réappliquerai la prochaine fois s'il y a quelqu'un qui m'écoute. C'est excitant, c'est sûr que je serai appliqué. Mais tu sais, il y a tellement de beaux candidats pour être astronaute. Puis au Canada, normalement, ils en choisissent seulement 2 à chaque fois. C'est pas facile, mais je me dis toujours, pourquoi ne pas essayer? Il y a quelqu'un ils doivent le donner à quelqu'un, peut-être que ça va être moi. On sait jamais se lancer dans l'univers, comme on dit. Mais ils me le donneront pas si j'applique pas. Donc, voilà. Je vais essayer. Let's go. Moi, j'encourage derrière toi. En terminant, je veux savoir, c'est quoi tes prochains projets? Évidemment, bon, il y a l'hélicoptère et toute la mission de Persévérance. C'est quoi ton timeline dans les prochaines années, peut-être? Ouais, c'est difficile à dire. Oui. Moi, je vis à 100% en Mars en ce moment. Oui. Donc, en ce moment, bon, ça fait à peine un mois, exactement un mois aujourd'hui, le 18 février qu'on a atterri. Ça fait à peine un mois qu'on est sur Mars. Les 3 premiers mois, c'est les mois les plus intenses. C'est là qu'on fait toutes les check-outs du robot. Puis là, je te dis, c'est pendant ce temps-là qu'on travaille pendant la nuit martienne. Puis en fait, j'en ai pas parlé, mais en fait, la nuit martienne, parce qu'une journée martienne, c'est un peu plus long qu'une journée terrienne. Une journée martienne, c'est 24 heures et 40 minutes. Donc, mes heures se décalent de 40 minutes par jour aussi. Je suis en décalage horaire de 40 minutes par jour. C'est comme, on vient de changer, là, l'heure d'été, puis tu sais, tout le monde se plaint la journée. Je vis ça à tous les jours, OK? Fait que plaignez-vous pas, tu sais. Puis là, des fois, je me réveille. Là, en ce moment, ça s'aligne un peu.
Mais la semaine prochaine, je pense que mes heures de travail commencent à genre 5 heures du soir, puis faut que tu dois te coucher à 5 heures du matin. Mais bon, mais qu'on fait ça pour 3 mois, donc je vis ça pour 3 mois. Donc, on va faire justement la mission d'hélicoptère pendant ce temps-là. Après ça, bon, je pense que moi, je vais rester sur la mission au moins jusqu'au mois de septembre. Il y a une période à la fin septembre où Mars se retrouve de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. Donc, on peut pas communiquer avec le robot pendant à peu près un mois. Ça va être le temps de prendre des vacances. Ouais. En fait, je vais prendre des longues vacances parce que tu sais, ça fait des mois, des années qu'on fonce vers Mars, qu'on travaille super fort. Je pense que c'est le temps de prendre une pause aussi, de s'occuper de sa vie personnelle. Puis après ça, on verra. Il y a toutes sortes de missions à la NASA en ce moment. Bien sûr, Persévérance, c'est la première étape vers ce qu'on appelle le retour d'échantillons de Mars. Donc, Persévérance va prendre des échantillons sur la surface de Mars et on veut les ramener vers la Terre. Donc, il y aura une autre mission qui ira chercher les échantillons, qui les ramènera vers la Terre. Okay. Donc, ça serait quelque chose sur laquelle j'aimerais travailler. Mais il y a toutes sortes de missions vers d'autres planètes, vers d'autres lunes. Il y a une mission en ce moment que JPL prépare pour une mission vers la lune Europa, qui est une lune de Jupiter, qui a de l'eau en dessous de la surface. Donc, on verra. C'est une étape à la fois, mais je peux vous dire que dans les prochaines années, je vais continuer à faire l'exploration du système solaire. Génial, j'adore entendre ça. L'exploration du système solaire. Moi, j'aimerais quand même dire, je suis autrice et l'univers m'inspire énormément et chaque fois que vous montrez des images, des sons, moi, je les regarde d'un autre œil pour l'écriture, pour mon inspiration, ma créativité. Fait que je trouve ça super intéressant que autant des scientifiques inspirent des écrivains, inspirent des réalisateurs, inspirent des médecins aussi. Tout le monde est vraiment ensemble et moi, ça me fascine à chaque fois qu'on part en mission ailleurs que sur la Terre. Il y a d'autres choses qui vont s'en venir, d'autres choses qu'on va découvrir. Petite question personnelle et tu sens-toi bien à l'aise d'y répondre. Est-ce que pour toi, tu as un sens de spiritualité face aux missions que tu fais? La grande question est, est-ce qu'on est seul sur l'univers? Est-ce que pour toi, il y a quelque chose de spirituel là-dedans? C'est très focus scientifique. C'est sûr que c'est une question existentielle. Donc, je pense que c'est plus... on dit spirituel, mais c'est plus comme humanitaire de dire, OK, d'où est-ce qu'on vient? Tu sais, c'est quand même des super grandes questions. Donc, tu sais, d'un côté, c'est sûr que c'est une question scientifique. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Puis on va chercher ces molécules-là, puis des choses comme ça. C'est sûr que des fois, quand tu regardes comme ça, tu te dis... Mais c'est sûr que quand j'en parle, puis c'est pour ça qu'on se dédie à des missions comme ça, parce que des grandes questions comme ça, est-ce qu'on est tout seul? C'est sûr que tu sais, ça dérange pas en quoi tu crois. C'est une question assez importante, assez forte, que ça fait des centaines d'années qu'on se demande ça. En fait, c'est une question, c'est ça, existentielle de l'humanité. Donc, c'est ça que je me sens quand même privilégiée d'être capable de dire, wow, c'est ma job de répondre à ces questions-là, de faire partie de l'équipe qui va essayer de répondre à ces questions-là, qui a l'audace de même poser la question, tu sais, de manière assez sérieuse. Donc, c'est ça c'est extraordinaire, mais je pense que, tu sais, on en parle un peu aussi, je viens d'en parler justement, des missions comme ça, ça a un impact sur l'humanité. Puis ça, c'est spécial aussi de se dire que tout le monde nous suit, tout le monde est avec nous regarde, sont avec nous dans notre chemin, qu'on partage ça avec l'humanité. Puis ça fait tellement plaisir de pouvoir faire ça. Puis je pense que c'est la beauté de la science, de l'exploration, de dire qu'on fait ça, on fait ça parce que c'est ma job, on fait ça pour nous parce qu'on aime ça, mais on fait ça pour tout le monde. Dans le fond, on peut partager ce qu'on fait pour inspirer les gens, pour inspirer les gens à être des jeunes à étudier dans ce domaine-là, pour inspirer même les adultes à aimer la science, à s'intéresser à ces autres choses-là. Donc, c'est sûr qu'on le sent. On sent qu'on a cette contribution-là et c'est dans un but qui est comme plus grand que nous-mêmes. Absolument. En terminant, je veux savoir pour toi, qu'est-ce que ça veut dire femme de fer? Oh, c'est une bonne question. Je pense que c'est une femme qui se relève, qui à chaque fois qu'il y a qu'on a des échecs ou des problèmes, qui se relève, qui réessaye, qui pousse, qui fonce, qui a un but, qui est déterminé à changer le monde. Génial, j'adore ta réponse. Merci beaucoup, beaucoup, Farah, d'avoir pris le temps de Mars avec nous pour nous parler. Ça fut un réel plaisir.
Merci, bonne journée. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.